État d'âme, au cœur de votre santé. Bienvenue sur État d'âme, le podcast qui vous emmène au cœur des émotions féminines dans leur parcours de santé. Vous avez déjà ressenti cette impression de solitude face aux défis de la vie, qu'ils soient physiques ou mentaux. Sur État d'âme, je donne la parole à ces expériences authentiques, accompagnées d'histoires immersives et des conseils de professionnels de santé. Préparez-vous à être transportés, inspirés et informés. Restez à l'écoute, car vous êtes sur le point de découvrir un monde où vos émotions trouvent écho. Je m'appelle Amandine, j'ai bientôt 36 ans, je suis née à Bruxelles où je vis toujours et je suis atteinte d'un syndrome Ehlers Danlos de type hypermobile. En fait, c'est une maladie du tissu conjonctif, plus précisément une maladie du collagène, même s'il y a plusieurs formes de collagène, plusieurs types. Et comme le collagène, il y en a à peu près partout dans le corps, ça peut provoquer des symptômes assez divers. Les symptômes qui sont les plus connus, ce sont des douleurs articulaires, musculaires. La fatigue chronique, c'est souvent ce qu'on dit. Moi, je parle plutôt d'épuisement chronique parce que je trouve que ça va souvent un pas plus loin. C'est un syndrome qui peut également toucher la peau avec des difficultés au niveau de la cicatrisation. J'ai eu aussi par le passé beaucoup d'entorses de foulures. Les tendinites, elles, sont constantes. Chez certaines personnes, ça peut se marquer aussi par des difficultés oculaires. Donc c'est assez variable. Je vais pas rentrer dans la liste de tous mes symptômes parce que sinon, je pense qu'on n'a pas fini. D'autant plus que j'ai constaté que ça varie aussi au cours de la vie. C'est un syndrome qui a plusieurs types. Donc moi j'ai parlé du type hypermobile, mais il y a d'autres formes comme la forme vasculaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des douleurs chroniques, de la fatigue, donc de l'épuisement chronique, des difficultés cutanées, des difficultés qui peuvent se mettre à divers endroits différents puisqu'il y a du collagène au niveau de tous les organes. On voit surtout une hyperlaxité des articulations qui ont des mouvements d'amplitude inhabituels. Sur un plan parfois plus anecdotique, on peut voir des particularités physiques, dont la minceur, les longs doigts parfois aussi. Mais bon, ça c'est déjà plus anecdotique et c'est pas forcément le cas chez tout le monde. À l'âge adulte, ou même parfois avant, arrivent des symptômes qui sont assez peu caractéristiques, qui sont souvent un peu anodins, auxquels on ne pense pas à consulter pour ça. Moi, ça peut être la sensibilité à certaines lumières, à certains sons, alors que j'avais pas forcément ça avant. Certains saignements, mais qui m'ont pas plus alerté que ça. Ça m'arrive parfois d'avoir des difficultés à ramasser certains objets où je m'y reprends à 3-4 fois. Ça peut être certains petits troubles gastriques ou quoi, ou au niveau de l'œsophage, mais tout ça, tu te dis que c'est passager, tu vois. Tu te dis pas, bon, je vais aller chez le médecin juste parce que là, ce jour-là, t'as un petit peu mal au ventre. Parfois, entre deux moments où t'as mal au ventre, il se passe du temps et t'as oublié entre-temps et tu vas pas consulter pour ça. Alors qu'en fait, tout est lié, mais comme tu ne le sais pas, tu ne vas pas consulter et ça retarde très fort le diagnostic. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vivent avec ce syndrome-là sans le savoir, quoi. Sans le savoir. Et peut-être qu'ils ne le sauront jamais, d'ailleurs. Les premiers symptômes, c'est très difficile de les dater parce que, étant donné que c'est une maladie héréditaire, c'est là depuis toujours. Donc c'est compliqué et ça sera là depuis toujours. Donc c'est compliqué de déterminer. Ce que je peux dire, c'est que l'épuisement chronique, il a toujours été là. Je peux pas vous citer une année de ma vie dans laquelle j'ai pas été un moment épuisée, surtout à partir du moment où on est en âge de travailler, quoi. Le nombre de burn-out et de surmenage est assez impressionnant. C'est la première chose qui est apparue, c'est la fatigue chronique et les situations où, celle que j'évoque le plus souvent, parce que c'est celle qui m'a le plus marquée, ce sont les moments où je m'endormais sur les plateaux de jeux de société avec un copain parce que je suis épuisée, quoi. Ou ces moments où les cousins me taquinent parce que j'ai besoin de dormir pendant la journée quand je suis avec eux. Petit à petit aussi, ça a été les difficultés parfois de certaines cicatrisations qui se sont marquées
Et puis après, il y a eu une période aussi avec de nombreuses entorses, foulures, de ce que je sais maintenant aussi être des tendinites. À l'époque, je ne le savais pas. Et puis des moments parfois très marqués aussi où j'avais des articulations ou des difficultés articulaires qui traînaient comme ça sur parfois 3-4 semaines, malgré les contacts avec les médecins, les kinés, etc. Ça ne partait pas. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers symptômes. Et les douleurs diffuses, parce qu'on parle souvent de douleurs assez... c'est pour ça que c'est difficile aussi à diagnostiquer, c'est qu'on ressent quelque chose de très diffus, comme si c'était une douleur... je dis osseuse, c'est pas le bon mot, mais c'est parce que j'ai difficile à l'exprimer autrement. C'est très difficile à expliquer, justement parce que c'est diffus. C'est pas comme si on t'enfonce une aiguille dans un doigt, où là tu sais dire précisément où c'est. Là, tu sais géolocaliser, si je peux dire. Tu sais localiser ça dans une zone du corps, mais c'est très difficile de dire précisément. Je sais que j'ai mal au poignet, par exemple, mais ça reste assez diffus. Ça, c'est apparu. Ces douleurs-là sont apparues il y a 8 ans, et elles ne me quittent plus. Elles sont là H24. La manière dont je les vis dépend de ma tolérance à la douleur. Parce que il y a différentes choses qui vont venir influencer la présence des douleurs. Comme je disais, la tolérance à la douleur, quand on est plus stressé, tendu, etc., la tolérance est plus basse. Et puis après, il y a énormément de choses qui vont faire varier la présence de ces douleurs, surtout leur intensité, plus que leur présence. Ça peut être le temps, par exemple le fait qu'il pleuve, le fait qu'il fasse fort humide, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs médecins qui m'ont conseillé d'aller vivre à l'étranger, dans des pays plus ensoleillés. Il y a aussi l'hygiène de vie, le fait de peut-être pas assez dormir, ou le fait de mal manger, etc. Ça peut jouer. Le type d'activité physique aussi. Tout ça peut avoir des effets sur la manière dont les douleurs sont présentes. Et ce qui me vient à l'esprit de manière évidemment beaucoup plus anecdotique, et c'est certainement pas une science exacte, mais moi je reconnais les gens qui ont un syndrome Ehlers-Danlos à la manière dont ils sont assis, parce que c'est les seuls qui sont assis sur leurs mollets ou qui sont assis sur leurs chevilles, par exemple, à table, alors que tout le monde est assis complètement normalement. C'est anecdotique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage souvent entre patients qui souffrent de ce syndrome-là. Pendant tout un moment, c'est une maladie qu'on a cru rare, et en fait, visiblement, elle serait plus présente qu'on ne le pense. D'autant plus que les syndromes Ehlers-Danlos, il y en a plusieurs, et que ça fait partie aussi d'une grande famille des troubles de l'hyperlaxité. Les consultations médicales initiales, jamais j'aurais pensé à ce genre de choses, parce que je consultais pour des choses pas caractéristiques, dont la fatigue, ça m'arrivait régulièrement, et alors les difficultés articulaires, mais qui parfois étaient isolées les unes des autres, et je pensais pas qu'il y avait forcément un lien. Mais donc ça ne donnait rien, parce que je venais pour un symptôme précis et on n'a jamais exploré plus loin. Mais c'est vrai que de manière générale, j'allais quand même régulièrement chez le kiné pour ce genre de difficultés. Et en fait, là où tout a changé, c'est il y a 8 ans, parce que j'ai commencé à avoir des douleurs constantes, H24. Et étant donné que par le passé, j'avais eu une polyarthrite réactionnelle, donc c'est-à-dire une polyarthrite qui n'est pas chronique, mais qui survient en réponse à, par exemple, à une gastro-entérite, ce genre de choses. Je croyais que c'était des séquelles de cette maladie, de la polyarthrite, jusqu'au moment où les médecins m'ont expliqué que c'était pas le cas, notamment parce que dans les prises de sang, il y avait aucun signe de polyarthrite, et dans les échographies non plus. Donc c'est là que le point d'interrogation a vraiment commencé, c'est là où j'ai vraiment commencé à me poser des questions. C'est de me dire, si j'ai plus de problèmes liés à la polyarthrite, qu'en plus elle est réactionnelle, il n'y a plus de raison d'avoir des douleurs, d'autant plus que la polyarthrite s'est réglée très très vite, donc c'est pas comme si j'avais pris des médicaments pendant hyper longtemps, que ça aurait pu créer certains soucis ou quoi, donc vraiment point d'interrogation. C'est là que ça a vraiment commencé, donc là ça date de il y a 8 ans, en effet.
c'est à ce moment-là que l'errance médicale, si je peux dire, a vraiment commencé. Parce que ce qui se passait, c'est que c'était par pic. Donc, c'est-à-dire que je sentais que j'avais des douleurs, surtout à certains moments précis. Et c'était des douleurs qui étaient toujours les mêmes, qui se ressemblaient fortement. Je les décris comme une sensation d'étau, comme une sensation de... C'est bizarre parce que c'est très difficile à décrire. Parfois, c'est une sensation d'étau, mais on peut aussi ressentir comme une impression que les articulations vont éclater, ou une impression d'avoir la main qui a été coincée dans la porte il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. Enfin, c'est un peu tout ça en même temps, et c'est pour ça que c'est difficile à exprimer. C'est pour ça qu'on parle aussi de douleurs diffuses, parce que ça se diffuse dans des zones autour du poignet, par exemple, etc. C'est à ce moment-là, quand il y a eu, je dirais, le pic de douleur de trop, où là je suis arrivée très énervée, très tendue chez la rhumatologue qui me suivait depuis pas longtemps, en disant ok, maintenant stop, il faut trouver, et si c'est pas trouver ce que c'est, au moins trouver quelque chose pour me soulager dans les moments où c'est le plus présent, c'est le plus marqué, quoi. Et là, on a fait une batterie de tests. Je pense que ça a été le premier moment clé de mon parcours médical. C'est les examens, la tonne d'examens que j'ai pu faire à ce moment-là. Mais il y a eu vraiment tout, jusqu'à des choses où je me suis demandé pourquoi je faisais ça. Pourquoi est-ce que je devais faire un labo du sommeil, par exemple, un examen des vaisseaux des mains. Je comprenais pas pourquoi ça allait autant dans tous les sens. Jusqu'au moment où j'ai fait une biopsie qui est revenue avec l'idée que ce qu'on observait à la biopsie, c'est que le collagène se comportait d'une manière assez similaire à ce qui peut se passer quand on a un syndrome Ehlers-Danlos. Alors aujourd'hui, les questions de la biopsie sont remises en question. Je sais pas bien pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est pas suffisamment caractéristique. Je pense que la biopsie permet, d'après ce que j'ai compris, de comprendre. Il y a une atteinte au niveau du tissu conjonctif, mais ça permet pas de définir précisément quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que la biopsie est mise de côté pour l'instant. Mais en tout cas, on a pu se rendre compte par rapport à cette biopsie qu'il y avait un problème au niveau du collagène. Donc ça, c'était plus clair. Mais aujourd'hui, les seules possibilités de diagnostiquer ça, c'est surtout un examen clinique. Donc en fait, on doit se référer à l'observation du médecin. Ça veut dire que il peut y avoir autant d'observations que de médecins. J'ai fini par aller voir plusieurs rhumatologues qui m'ont tous dit la même chose. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher, parce que en fait, quand on n'a pas un examen qui met précisément le doigt dessus, on continue à passer son temps à réfléchir, se dire mais est-ce que ça serait pas ça, est-ce que c'est pas ci, est-ce que c'est pas ça. On se torture l'esprit, quoi. Et le fait qu'il y ait plusieurs rhumatologues qui viennent avec ces informations-là, ça permet de comprendre, d'autant plus que un des moments clés aussi de mon parcours, c'est qu'il y a un des rhumatologues qui m'a suivi, qui a validé mon idée d'essayer des vêtements de contention, parce que j'avais parlé à d'autres personnes atteintes de syndrome Ehlers-Danlos qui m'avaient conseillé ça. Et au moment où je me suis rendu compte que les vêtements de contention me soulageaient, ça a été aussi un des éléments pour les rhumatologues qui me suivaient, de me dire bon, ça c'est encore un indice en plus, quoi. Qu'il y a un trouble, en tout cas au niveau du tissu conjonctif. Je pense que ça a été une grosse étape clé aussi dans mon parcours. C'est le moment, je me souviens très bien de ce moment. C'était le 9 janvier. C'était un 9 janvier, je sais plus exactement quelle année, mais c'est un 9 janvier. J'ai été chez le bandagiste. Et il m'a fait essayer pour la toute première fois de ma vie des vêtements de contention et des attelles, et aussi une ceinture sacro-iliaque. Donc c'est une ceinture qui va quelque part pousser un peu sur vos hanches, qui va faire contention quelque part au niveau des hanches. Et là, mais le soulagement
le soulagement. Je suis ressortie de là excitée comme une puce parce que je sentais une différence. Et c'était la première fois que je sentais une différence. Et voilà, je pense que le dernier moment clé, c'est le fait d'avoir plusieurs médecins qui validaient ce diagnostic. Par rapport au fait de valider le diagnostic, comme je disais, c'est un diagnostic qui est très compliqué parce que, il y a la biopsie qui aujourd'hui est remise en question parce que visiblement c'est pas assez précis. Il y a l'examen clinique, mais ça, comme je disais, il y a autant d'examens cliniques que de médecins. Il reste les tests génétiques qui déjà sont très très chers et puis qui sont complexes et visiblement qui ne répondent pas totalement aux questions non plus. Donc comme quoi la recherche elle n'est pas encore très très avancée sur ces questions-là. Et donc les diagnostics des médecins peuvent différer, d'autant plus que, étant donné qu'il y a évidemment d'autres complications que les douleurs chroniques, parfois des éléments au niveau gynécologique, dermatologique, etc. On est souvent amené à aller voir des spécialistes pour d'autres questions qui sont liées et qui eux ont leur propre avis et qui parfois sur la cacophonie d'avis qu'on a déjà entre les différents rhumatologues, médecins traitants, viennent encore rajouter des informations. C'est pour ça que je conseille toujours d'aller voir des spécialistes, donc plutôt des rhumatologues ou en tout cas des médecins qui sont souvent confrontés à ce genre de cas parce qu'en fait ils ont plus facilement l'habitude de les diagnostiquer. Sinon ça peut vite faire en sorte que justement il n'y a pas assez d'étapes clés dans le parcours et que au final il y a trop d'errance quoi. Moi mon errance elle a duré 6-7 ans et c'est déjà trop long. Les symptômes du syndrome, ils impactent ma vie de manière assez variée. Ceux qui sont plus présents, c'est évidemment les douleurs articulaires, musculaires, mais aussi tout ce qui est tendinite assez régulière. Tout ça m'impacte vraiment au quotidien parce que les douleurs, elles sont là H24. Il n'y a pas une seule seconde où je peux dire, là j'ai pas mal. L'intensité des douleurs, elle varie selon des situations extrêmement différentes. Par exemple, ça peut être dû à la météo, l'intensité peut varier à cause de la météo, à cause de certaines choses que j'ai mangées, pas mangées, du fait que j'ai pas assez de repos, ça peut varier aussi par rapport au stress. Il y a plein de choses qui vont affecter les douleurs et c'est en ça que ça affecte aussi mon quotidien dans un premier temps, c'est que ton quotidien, il est imprévisible. Peut-être qu'aujourd'hui t'as mal, demain tu vas avoir moins mal, après-demain ça va être cata, puis ça va se calmer pendant une semaine. C'est totalement imprévisible. Donc je dirais que c'est la première chose, c'est l'imprévisibilité. La deuxième chose, c'est probablement ce qui m'affecte le plus, c'est l'épuisement chronique. Aujourd'hui, à 36 ans, je n'ai jamais eu des moments professionnels stables. Jamais. Parce que, en fait, il y a toujours un moment où je suis épuisée. Littéralement épuisée. C'est pour ça que les médecins qui diagnostiquent ça conseillent de travailler à temps partiel. Comme ça permet une stabilité. L'idée, c'est de travailler moins, mais plus longtemps. Plutôt que de travailler à temps plein, s'épuiser, etc. L'épuisement chronique, ça affecte beaucoup mon quotidien. Alors, cette instabilité professionnelle, moi j'ai un caractère où j'arrive facilement à vivre avec, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ce qui moi m'affecte le plus au niveau de l'épuisement chronique, c'est de nouveau cette imprévisibilité de se dire, je marque ça dans mon agenda, mais c'est impossible de savoir si je vais être en forme, si je vais pouvoir honorer l'engagement que je me suis fixé ou qu'on m'a demandé, qu'on m'a proposé. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais ce qu'on appelle du pacing. Donc c'est une manière d'adapter son quotidien, c'est-à-dire qu'en fait on va analyser nos activités du quotidien. Ça peut être de la douche au travail en passant par
s'occuper des enfants si on en a, etc. On analyse ce quotidien-là, le temps que ça prend, les actions nécessaires, l'énergie que ça prend, l'épuisement qui en ressort. Et puis, après cette analyse-là, on va réorganiser notre quotidien pour qu'il corresponde plus à nos besoins. Si par exemple, on se rend compte que c'est le fait de faire des courses qui est vraiment épuisant, on peut modifier notre manière de faire des courses pour faire par exemple un quart d'heure pour les fruits le lundi, 20 minutes pour les légumes le mercredi, etc., etc. Donc ça, c'est le pacing. C'est quelque chose que je mets en place de manière moins précise que les fruits et légumes parce que j'en ai pas besoin jusque-là. Mais c'est quelque chose que je mets en place surtout pour la vie sociale. Parce que je sais que je n'aurai pas la possibilité de voir des gens au quotidien. C'est pas possible. J'y arriverai pas. Physiquement, je pourrais pas tenir. Donc par exemple, si je sais que jeudi, je vois des amis, eh bien, il va s'agir de lundi, mardi, mercredi, de diminuer très fortement les activités, voire ne rien faire du tout. Ça, c'est une solution. Et du coup, ça impacte aussi mon quotidien. L'épuisement chronique, il impacte mon quotidien parce que comment expliquer ? Ça joue beaucoup sur mes relations. Il y a des gens qui sont partis de ma vie parce qu'ils supportaient pas que mon rythme ne soit pas aussi intense que le leur. Que par exemple, j'ai pas une soirée avec des amis tous les soirs. Donc c'est vrai que quand j'ai eu le diagnostic de la maladie, j'ai commencé à revoir aussi mon environnement amical qui aujourd'hui me convient beaucoup mieux. Mais donc il faut pas sous-estimer les conséquences interpersonnelles que ça peut avoir. Et pour les autres symptômes, ça affecte beaucoup mon quotidien parce qu'en fait je suis constamment chez le médecin, quoi. Constamment. Alors une fois c'est plus pour des questions peut-être plus dermato, une autre fois ça va être pour des questions liées à la fatigue, d'autres fois c'est pour des questions sur l'endomètre. Enfin, en fait vous êtes constamment chez le médecin. Donc c'est aussi ça, hein, c'est de se dire que par semaine il faut aux alentours d'une dizaine d'heures d'implication pour prendre soin de tout ça. Les plus grands défis que je rencontre, le plus gros défi, c'est celui de l'équilibre de vie. Comment te lancer dans des engagements, dans des projets, dans des choses que tu as envie de faire, sans aller à l'épuisement. C'est un équilibre au quotidien et c'est la galère. C'est la galère. Je suis constamment dans un fil, sur un fil, soit je tombe du côté de l'épuisement, soit je tombe du côté où j'ai pris trop j'ai fait trop attention et du coup je suis pas assez impliquée dans des projets que dans lesquels j'aimerais m'impliquer. Il y a un équilibre aussi psychologique qui est très difficile à trouver et là aussi on est constamment sur le fil entre les moments où on arrive à bien gérer et donc on est super content et les moments où on n'arrive pas à gérer et on est fâché, quoi. Donc il y a les plus grands défis, ce sont des questions d'équilibre. Et ça, c'est pour tout. Pour la gestion des douleurs chroniques, c'est ça aussi. C'est quelle hygiène de vie je vais mettre en place de manière à avoir la vie la plus équilibrée possible pour éviter tout ce qui pourrait, de par ma décision, déclencher une crise de douleur. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prévisibles, mais il y en a d'autres qui le sont. Donc comment est-ce que je peux mener une vie équilibrée ? Et c'est un équilibre aussi relationnel pour pas s'épuiser, à être constamment trop entouré, pas faire attention à son corps, etc. C'est vraiment le plus gros défi, c'est celui d'équilibre. Alors au niveau des traitements, donc c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, donc il n'y a pas de guérison possible, mais il y a des traitements dans le sens où il y a des choses qu'on peut faire au quotidien pour gérer les douleurs, mais aussi pour gérer tous les autres symptômes qui peuvent être présents. Par exemple, moi, le traitement qui m'a vraiment le plus aidé,
c'est tout ce qui est vêtements de contention, attelle, ceinture sacro-iliaque, etc. Alors ça permet notamment de gérer les douleurs parce qu'en fait la contention, c'est difficile à exprimer, mais la contention crée un soulagement dingue. Elle intervient aussi dans les difficultés de proprioception, hein, la contention. Elle joue beaucoup au niveau des sens aussi parce que une des particularités de ce trouble-là, c'est que comme les douleurs sont diffuses, il y a parfois une difficulté à ressentir les limites physiques de son corps. Quand on met un gant de contention, on sent que, ok, mon poignet, il est là, il est de cette taille-là, et il est à cet endroit-là. C'est quand on n'a pas de vêtements de contention, parfois, on peut ressentir une présence un peu diffuse de son corps. C'est un peu bizarre à expliquer, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent qu'on peut ressentir. Donc je dirais que le premier traitement qui m'a vraiment le plus aidé, c'est les vêtements de contention. Le deuxième traitement, c'est l'hygiène de vie, mais irréprochable. Et encore, quand je dis irréprochable, franchement, je trouve que c'est pas encore assez fort. Il faut une hygiène de vie qui soit parfaite, sur tous les plans. Sur le plan de la santé mentale, au plus vous allez avoir des difficultés de santé mentale, au plus la tolérance à la douleur, elle va être difficile. Au plus vous allez avoir du mal à gérer et la fatigue, et la douleur, et les autres complications, plus l'anxiété, etc. Donc c'est très compliqué. Il faut avoir un équilibre de vie aussi au niveau alimentaire. On sait clairement que notre hygiène de vie alimentaire, elle a des conséquences aussi sur les douleurs qu'on peut ressentir. Je le vois très bien quand j'ai des week-ends en famille ou quoi et que je mange n'importe quoi. Ce sont des moments où, pas à chaque fois parce que c'est pas une règle, c'est pas une science exacte, mais parfois les douleurs, elles explosent après ces week-ends-là. C'est une maladie aussi par rapport à laquelle, si c'est possible, il est recommandé de faire du sport régulièrement. Alors moi, j'évite tous les sports qui vont provoquer des chocs sur les articulations. Donc plutôt du pilates, du yoga, ce genre de choses. Et en fait, le fait de muscler, ça va notamment soutenir les articulations. Et moi, ça a changé ma vie. Vraiment, le fait de faire du sport au quotidien. Après, ça peut être simplement de répéter les exercices de kiné que le kiné propose. Hein, parce que ça, c'est aussi un traitement, la kiné, qui doit être suivi de manière assez précise aussi. Mais donc ça peut être du sport comme des exercices de kiné, mais le fait de se stimuler au quotidien et de stimuler ses muscles, de les renforcer au quotidien, ça renforce aussi les articulations, d'autant plus que ça va jouer sur la santé mentale, ce qui va faire que quand il y a des douleurs, on sera beaucoup plus apte à gérer. Et donc vraiment le sport, c'est quelque chose qui aide énormément. Même si tout n'est pas adapté, comme je disais, tout ce qui est sport où je vais avoir des chocs sur les articulations, j'évite. Et puis, pour une raison que je ne connais pas, la marche, pour moi, c'est pas possible. Ça crée des douleurs énormes. Alors, à certains moments, c'est après 20 minutes de marche. D'autres moments, c'est après 1 heure. Parfois, c'est même après 5 minutes de marche. C'est très difficile à prévoir. Mais en tout cas, c'est un très bon traitement, le sport. Et c'est aussi l'hygiène de vie relationnelle, quoi. Le fait de s'entourer des gens qui vont être capables de vous soutenir, mais aussi des gens avec qui... Je pense qu'il faut éviter de s'entourer aussi que de gens qui vivent la même chose que vous, hein, parce que je pense que là, il y a vraiment moyen de vraiment pas être bien. C'est important de s'entourer des gens qui comprennent votre situation, mais aussi des gens qui sont capables de vous faire voir d'autres choses, quoi. Donc c'est des traitements assez variables. Il y a d'autres traitements qu'on m'a proposés aussi, comme l'oxygénothérapie, etc. C'est beaucoup trop cher, c'est très onéreux, donc difficile à mettre en place. Il y a évidemment la kiné, qui peut aller jusqu'à 3 fois par semaine, hein. Moi, c'est pas quelque chose que je le fais 1 fois par semaine, mais dès qu'il y a un exercice montré par le kiné, ou un conseil qui est proposé par le kiné, je le mets en place tous les jours, et il n'y a pas un jour où je le rate, quoi. Ce qui me permet d'éviter de faire 50 séances de kiné par semaine, parce qu'en Belgique, c'est remboursé, mais c'est pas remboursé totalement.
Donc c'est aussi assez onéreux. Et à côté de ça, il y a tous les éléments qui peuvent vous aider à gérer la douleur. Ça c'est très personnel. On m'a déjà recommandé pas mal de médicaments. Moi, j'essaye de pas en prendre. Mais c'est très personnel et ça dépend aussi de la tolérance de chacun à la douleur. Le premier conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui a un syndrome Ehlers-Danlos hypermobile, c'est foncez sur les vêtements de contention et sur les attelles. Foncez, parce que ça change la vie. Ça change le rapport à la douleur, vraiment. Et surtout, faites du sport et soyez entouré par un kiné qui connaisse aussi bien cette maladie. Parce que un bon kiné, si vous êtes hyper laxe, il va le voir directement. Ça se sent directement une articulation qui a une amplitude ou qui a une hyperlaxité, qui a une laxité anormale. Ça se voit direct et le kiné le saura. Donc, j'ai envie de dire, entourez-vous du bon personnel médical, mais surtout foncez sur les vêtements de contention et sur les attelles. Il y a aussi des espèces de bagues comme ça qu'on peut mettre au niveau des doigts que je me souviens pas des noms parce que je les utilise pas. Moi, ça me soulage pas. Donc, ou alors ça me soulage que à certains moments, modérément. Enfin, donc c'est pas suffisant en fait. Je vis très mal le fait d'avoir un rythme de vie qui n'est pas comme celui des gens autour de moi. Imagine simplement que tu vas à une réunion de famille, comme ça m'est arrivé il y a quelque temps. Et tout le monde se pose des questions sur le travail. Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ça va ? Ça se passe bien ? Etc. Et toi, t'es là. Et soit tu bosses pas, soit tu bosses à temps partiel. Et du coup, t'as évidemment moins de choses à raconter, voire parfois rien du tout sur le plan professionnel. C'est pas facile. C'est pas facile. On sent que on est différent. Et moi, je le sens en tout cas, que ça soit avec ma famille, c'est surtout avec ma famille, je sens qu'il y a un tabou, quoi. Il y a un tabou autour de ça, parce que Amandine, elle a pas la même vie que nous, quoi. Elle fait rien comme les autres. Donc il y a un tabou qui s'installe autour de ça et qui est vraiment, moi je trouve, c'est peut-être une des choses les plus douloureuses à vivre sur le plan psychologique. C'est cette différence de rythme de vie. Après, le fait, moi, personnellement, d'avoir un rythme de vie différent des autres, moi, ça me dérange pas. J'ai un caractère qui va vers une liberté, vers l'idée de se dire, si je fais pas ça, je fais autre chose. Donc, j'ai un caractère à rebondir, à avoir toujours des nouveaux projets. Donc, pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que quand on est en société, c'est quand on est entouré, quand on a des discussions sur le boulot, etc., c'est dur. C'est assez dur parce qu'on se sent différent et on n'a pas envie de se sentir différent. Il y a différents regards et jugements des autres. Il y a les regards qui sont purement sur le côté physique, parce que quand on est en plein été, qu'on porte une robe et qu'on a des vêtements de contention, que d'un coup on a les mains de Catwoman, parce que les gants de contention sont noirs, on a l'air vraiment bizarre, quoi. Et là, les regards sont vraiment bizarres. Et encore, les gens peuvent être contents que je sorte pas mes chaussettes de contention, parce que là, ce serait vraiment la totale. Il y a un regard physique, quoi. Un regard de, c'est quoi cette ceinture qu'elle porte, pourquoi elle a une attelle à la main droite, et puis elle rajoute celle à la main gauche, et puis elle enlève celle de la main gauche. Enfin, tous ces regards physiques-là, on les voit, hein, ça se voit. Et puis il y a des remarques aussi, hein, des remarques de gens qui te sortent. Tiens, t'essayes de te faire un look. Enfin voilà, donc quelle stratégie je développe par rapport à ça ? C'est difficile à dire parce qu'en fait sur le moment c'est tellement frustrant que t'as pas de stratégie, quoi. Tu mords sur ta chic en fait. Il y a des jugements plutôt sur ton quotidien, le fait que t'aies pas la même vie que les autres. Le fait que tu sois aussi plus sensible que les autres. Quand je dis sensible, c'est de manière générale, hein, ça peut être parfois sensible à certaines substances, quoi. Le fait de pas savoir boire un café, le fait de pas, enfin c'est con, mais c'est parfois aussi des bêtes différences comme ça. Et c'est des différences aussi, comme on disait tout à l'heure, les différences de rythme de vie, où là,
les seules stratégies que j'ai, c'est d'essayer de m'entourer de gens qui comprennent ça le plus possible et qui sont pas jugeants, quoi. Qui sont pas jugeants. Quand on a des discours du style faut bosser même si on n'est pas bien, même si ça fait mal, faut repousser ses limites, etc. Ça, c'est vraiment pas des gens de qui il faut s'entourer, parce que ça, c'est la meilleure recette pour aller tout droit à l'épuisement, au surmenage et aux crises de douleur. Donc une bonne stratégie, c'est de s'entourer des bonnes personnes et des gens qui sont compréhensifs. Et donc je dirais quand même que, en tout cas à titre personnel, je sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, mais le fait d'avoir une relation douloureuse au travail, parce qu'en fait l'épuisement te crée une frustration. Le fait de dire mais j'ai pas le même corps que les autres, je suis épuisée et j'ai pas le droit de me reposer parce qu'il faut être là demain, parce qu'il y a telle réunion, etc. Parfois c'est affreux. C'est affreux. Moi, ça m'a mis dans des états. Je pleurais de rage, quoi. Je pleurais de rage, vraiment, d'être, de devoir choisir entre je travaille ou je prends soin de moi, de pas pouvoir trouver un juste milieu. Vraiment, j'ai eu des moments. Rien qu'en parler comme ça, moi, je sens que ça me monte vraiment à la gorge, quoi. Des moments de rage, vraiment. L'épuisement, je pense que c'est quelque chose qui crée une frustration folle. Vraiment. Alors mes attentes, c'est une attente d'abord au niveau technique de la mutuelle belge, c'est que les vêtements de contention en Belgique sont passés d'un remboursement partiel à une fois par an à un remboursement partiel une fois tous les 3 ans. Or, des chaussettes de contention ou des vêtements de contention, je laisse aux auditeurs le soin d'imaginer à quoi ils ressemblent après 3 ans. Donc ce que j'ai fait la fois passée, c'est que du coup je les ai achetés moi-même et je les ai payés totalement. Et une seule chaussette, donc même pas une paire, c'est 110 €. Donc ça m'a coûté 220 € pour une nouvelle paire de chaussettes de contention. Donc ce que j'espère aussi, c'est un meilleur remboursement de ça. Mais j'en ai parlé encore la fois passée avec mon kiné, je suis assez pessimiste sur les différents remboursements possibles dans le futur. Je suis assez pessimiste et en même temps extrêmement reconnaissante parce que la mutuelle belge, en tout cas, est très à l'écoute de ce genre de maladie et très soutenante. Donc, en fait, ils respectent les règles qu'on leur impose, mais ils les respectent bien. J'aimerais quand même que ça évolue dans le temps pour avoir plus de soutien sur ce plan pratique-là. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait peut-être plus de recherche sur tous les symptômes que pour l'instant on observe très régulièrement chez les personnes qui ont un syndrome Ehlers Danlos hypermobile, comme l'endométriose, l'anxiété, ce genre de choses. Ce sont des symptômes. Les dyspareunies aussi sont des symptômes qu'on observe beaucoup, mais on ne sait pas si ça vient de ça ou pas. C'est très présent chez les personnes qui ont le syndrome Ehlers-Danlos, mais on ne sait pas si c'est lié. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup d'améliorer les recherches là-dessus. Parce que c'est compliqué de ne pas savoir d'où son anxiété vient. Et je pense que si on pouvait comprendre un petit peu mieux tout ça, ça mettrait du sens. Le fait de mettre du sens, c'est quand même très soulageant quand on a ce genre de choses. En termes de reconnaissance de la maladie, moi, j'ai beaucoup de craintes pour l'avenir de la reconnaissance de cette maladie, parce que ça fait partie d'une famille, les troubles de l'hyperlaxité, les différents syndromes Ehlers-Danlos, etc. Et alors, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais en tout cas, en Belgique, tout ce qui est remboursement rentre dans des cases. Si tu as telle maladie, tu as tel remboursement, etc., etc. Et je crains que pour jouer sur tel ou tel remboursement, ils finissent par jouer aussi sur les cases dans lesquelles tu rentres. Comme je disais, je suis pas très optimiste sur l'avenir des soins de santé. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, quand j'ai contact avec la mutuelle, aujourd'hui la mutuelle belge, je prends toujours le temps aujourd'hui de remercier 1000 fois, quoi, de toute l'aide que je peux recevoir aujourd'hui. Quand je les ai au téléphone, etc. Parce que justement, je crains que ça ne dure pas longtemps.
Le message principal que j'aurais à transmettre, c'est que quand on a comme ça des syndromes où il y a des possibilités de diagnostic, mais elles sont moins précises que dans d'autres situations. On peut pas le voir à une prise de sang, par exemple, ou à une échographie. Je pense qu'il faut faire le deuil de trouver la réponse parfaite. J'ai été chez un nombre incalculable de médecins. J'ai été chez plusieurs rhumatologues qui ont tous confirmé que c'était un syndrome Ehlers-Danlos, etc. Mais moi, à chaque fois, je revenais en disant « Oui, mais si c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'examen, on n'est pas sûr, truc machin. Si c'est autre chose, si je passe à côté d'autre chose... » Et je sais que je suis pas la seule à réfléchir comme ça dans le cadre de ce syndrome. Je pense qu'il faut faire le deuil de ça. Il faut faire le deuil du fait que, en fait, on saura jamais à 100% si telle complication elle vient de là, si telle difficulté elle vient du syndrome ou pas, on ne saura jamais. On ne saura jamais tant que ça n'avance pas, tant que les recherches n'avancent pas, on ne saura jamais et il faut faire ce deuil-là. Et c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des symptômes qui parfois tombent sur le coin de la tête et on ne sait pas d'où ça vient et on n'a pas de réponse. Et le manque de sang, c'est compliqué. Et de là découle aussi ma deuxième recommandation pour des personnes qui vivraient ça. C'est une recommandation qu'on m'a donnée et je pense que c'est la meilleure qu'on m'ait donnée, donc je la fais passer. C'est que, en tant que personne qui souffrons de syndrome Ehlers-Danlos, on est notre meilleur patient, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on est la meilleure personne à observer. Ce sont nos propres symptômes qu'il faut observer, pas ceux des autres, parce que ça peut être variable. Mais on est aussi notre meilleur thérapeute. On sait ce qui est bon pour nous. On sait que si, à ce moment-là, il y a des choses qu'on sent. Moi, quand j'ai appris qu'il existait des vêtements de contention, j'ai compris que ça allait m'aider. Je m'en doutais. Alors, bon, là où ça a été une claque, c'est que je me doutais pas à quel point ça allait m'aider, par contre. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que on a des sens aigus parce qu'on est endolori. On sait, on sent, et c'est ça qu'il faut écouter. Et je pense que c'est très important. D'autant plus que une des pistes pour le syndrome Ehlers-Danlos, c'est qu'il y aurait une réaction du corps et visiblement du cerveau beaucoup plus marquée à la douleur. Donc on a ce sens-là, on sait ce qui se passe. Et c'est à ça qu'il faut faire confiance. Donc faites confiance à votre corps. S'il a mal à un endroit, c'est qu'il y a une raison. Et je dirais aussi, autre chose, c'est d'organiser sa vie pour tenir sur la longueur. Parce que des symptômes, il y en a de nombreux. Et ils vont arriver petit à petit avec le temps, ils peuvent se manifester, disparaître, revenir. Il faut tenir, quoi. Il faut organiser sa vie pour tenir, parce que on peut parfois traverser des périodes pendant lesquelles on arrive plus ou moins à gérer les douleurs, etc. Puis hop, il y a une nouvelle qui arrive à laquelle on s'attendait pas. Il y a des douleurs qui restent des mois et puis qui après disparaissent. Enfin, c'est très mouvant. Et il faut. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre soin de soi sur la longueur, parce que ça, c'est le meilleur conseil que mon kiné m'a donné. Il m'a dit, la maladie, enfin en tout cas le syndrome, je sais pas comment est-ce que vous préférez l'appeler, ton syndrome Ehlers-Danlos, il est là tous les jours. Donc toi, tu dois être là tous les jours pour toi aussi. Et depuis que j'ai compris ça, je me sens mieux. Je me prends mieux en charge moi-même. Je pense qu'il faut vraiment retenir ça. C'est un des meilleurs conseils que j'ai retenu et que j'ai eu.